robe de la reine, et bien la preuve flagrante de ce que je vous disais, elle plombe ses ourlets pour éviter qu'on voit vraiment les dessous. Vous voyez que ça marche. Oui. Alain, il paraît que vous êtes un grand collectionneur d'objets d'art, de tableaux. Qu'est-ce qui vous fait vraiment craquer? Il paraît que vous aimez bien les félins. Les félins? Oui. Ah oui, ça c'est dans les sculptures, ça, oui. Oui. Enfin, je suis un grand collectionneur de bronze de Bugatti, et surtout les félins chez Bugatti. Mais chez Bugatti, chez Barry, chez Guyot, enfin, tout ce qui est félin et animal, oui, c'est vrai. Oui. Vous êtes capable de folie quand vous tombez amoureux d'un objet d'art? J'ai toujours été capable de folie lorsque je tombe amoureux, même si ce n'est pas des objets d'art. D'accord, le message est passé. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose dont vous avez rêvé que vous n'avez jamais pu vous offrir? Oui, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Oh, si. Allez, Alain. Non, bon, d'accord. En tous les cas, il y a quelque chose dont les Français rêvaient et qu'ils ont pu s'offrir cet été. C'était la Coupe du Monde. Vous y étiez, oui. d'ailleurs. Oui, j'y étais, oui, bien sûr. J'y étais. Peut-être avez-vous remarqué de très, très belles spectatrices. Ce sont les femmes des champions. Comment vit-on avec un héros? C'est un reportage signé Christine Lenièvre. Ah. J'espère simplement que la France gagnera, c'est tout. Voilà, mais tout est possible et tout peut arriver. Et vous, monsieur? 2-1 ou 3-1. Est-ce que vous avez... Vous ne m'avez pas posé la question, vous avez raison. Est-ce que vous êtes des habitués? Est-ce que vous soutenez l'équipe de France depuis le début? Regardez-moi. Pas soutenir l'équipe de France. Il y a souvent une sensibilité, plus ou moins développée, plus ou moins accrue. Et souvent une hypersensibilité. Et quand il y a un cœur, une sensibilité, il y a la souffrance. Et cette souffrance, elle est absolument indéniable. Et ça, on l'oublie et il faut y penser. Et puis, on a tendance aussi à croire que ces personnages, Diana en l'occurrence, puisque nous parlons surtout d'elle, sont enrobés, enfermés, cloisonnés, protégés dans des carapaces énormes qui les empêchent de souffrir, qui les empêchent de recevoir ces coups. Là aussi, c'est faux. Parce que son destin et sa fin, comme le destin et la fin de Romy Schneider, de Marilyn Monroe, de Martine Carole et de beaucoup d'autres, ne sont que la confirmation du contraire. Est-ce à dire que vous avez gardé d'elle l'image d'une femme traquée, épiée, pourchassée par les paparazzis? Je crois même que il y a une photo que vous aimez beaucoup. Je vous l'ai apportée. Je vous l'ai apportée parce que c'est une photo, je vous raconte l'histoire. J'ai vu un jour dans un magazine, sur un magazine étranger, cette photo. Cette photo m'a bouleversé parce qu'elle est toute l'histoire de Diana. J'ai cherché qui avait fait cette photo, j'ai trouvé le photographe, c'est un photographe anglais, je lui ai téléphoné, je lui ai dit qui j'étais, je lui ai dit je voudrais votre photo, il me l'a envoyée, il me l'a fait payer cher, il m'a interdit tout droit de reproduction, et la photo la voici, vous voyez. Ah oui, le désarroi, un ras-le-bol total. Je la montrerai derrière après. Non, c'est celle d'une biche traquée par ses chasseurs. Non, c'est vraiment un peu plus. Non, c'est pas une bûche traquée, c'est pas un désarroi total, c'est s'il vous plaît, je vous en prie. Oui, mais ça prouve qu'elle en a vraiment... Je vous en prie. Voilà. Voilà la photo, que je trouve la plus belle photo qui soit de cette femme, qui résume tout, qui explique tout. Et cette photo, qui était donc la couverture de ce magazine, que j'ai tenu à voir et qui maintenant se trouve dans ma loge, en l'occurrence, il y avait une phrase de Diana. Je l'ai apportée pour vous la transmettre et surtout ne pas me tromper d'un mot. Il y avait écrit là, la presse est féroce, elle ne pardonne rien, elle ne traque que l'erreur. Est-ce que vous-même, vous avez souffert, vous avez vous-même été blessé par ce qu'a souffert, par exemple? Vous savez, j'ai toujours dit que ce métier de star, que ce soit un mannequin, une princesse, une actrice, ou une championne sportive, ou un champion sportif, n'était pas un métier de femme. Parce que c'est un métier trop dur d'être star. Et la preuve, je ne vous ferai pas l'histoire, mais la plupart des stars qui ont disparu, qui sont suicidés, sont 9 fois des femmes sur un homme. Il faut une telle capacité, je dirais, je ne suis pas en train de faire une démonstration, mais c'est tellement dur, il faut en prendre plein la gueule, il faut vraiment avaler que c'est pas un métier de femme. Vous comprenez? Et Diana, je sais, a souffert, je pense, je n'ai pas le plaisir de le connaître, ni l'honneur de la connaître, qu'elle a souffert le martyre parce que c'était un être pur, un être simple, que la vie avait placé là où elle l'avait placé. Elle était devenue princesse de Galles, future peut-être reine d'Angleterre, pas reine d'Angleterre, mais épouse du roi d'Angleterre. C'est pas facile non plus, je dis, bien sûr il y a pire, mais bon, elle a peut-être rien demandé, je ne sais pas, mais c'est dur, c'est tout, il faut le savoir. D'ailleurs, regardez, la fin, bon, voilà. C'est évident. Transition totale, Oui. il y a une grande actrice française qui fait une carrière... Une chose que j'avais oublié de vous dire aussi, Oui. puisque vous êtes femme.
En principe, on dit que les femmes ont le cœur plus fragile ou plus sensible que les hommes. C'est vrai, quoique. Mais quand une femme comme Diana, quand une femme comme Romy, pour ne parler que d'elle, lorsqu'elles ont envie de pleurer, lorsqu'elles souffrent, lorsqu'ils sont mal, il faut qu'elles se cachent. Parce que Diana ne pouvait pas pleurer devant les autres. Elle ne pouvait pas pleurer comme tout le monde, comme vous. Il fallait qu'elle s'enferme, parce qu'elle n'a pas le droit de pleurer devant tout le monde. Elle n'a pas le droit, c'est clair. Parce qu'on la photographie, on attribue des raisons à ses larmes, son chagrin. Elle pleure parce qu'elle a quitté machin, parce que ceci, parce que... Il faut simplement le comprendre, ça. Ok ? Je pense en parlant d'elle, c'est de vous que vous parlez aussi, parfois. Moi, je suis un homme. Et vous pensez que vous êtes à l'abri? Mais je ne vous ai pas dit que je suis à l'abri. Je vous faisais le portrait de ça, bien sûr. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, là. Je suis là pour parler de Diana. Mais vous l'avez compris, vous l'avez senti, vous l'avez... Bien sûr qu'il y a des proximités, mais c'est très bien de l'avoir compris. Il y a une grande actrice française comme vous qui fait une carrière hors du commun, c'est Catherine Deneuve. Ah oui, comme disait Mitterrand, c'est partie du paysage de la France. Exactement. Elle vient juste d'être primée à la Mostra de Venise pour son interprétation dans Place Vendôme, le dernier film de Nicole Garcia. Alors Place Vendôme, c'est une place mythique, c'est un lieu de rêve, comme nous le montre le reportage de Rebecca Craven. La place Vendôme, lieu mythique, symbole de luxe et de richesse. Une des plus belles places du monde a été dessinée par Mansart pour Louis XIV. À l'origine, il n'y avait que les façades, comme un décor. Ce n'est que 25 ans plus tard que les premiers immeubles sont apparus. D'un côté, l'hôtel particulier de la famille royale de Brunei, le ministère de la Justice et le célèbre hôtel Ritz. À l'opposé, les vitrines des plus grands joailliers du monde et quelques rares particuliers qui ont l'exceptionnel privilège d'habiter ce magnifique bijou. Je crois que mon arrière-grand-père a eu l'idée de venir en 1893. Il a été suivi très rapidement par Cartier et puis par d'autres marques. C'est un courant qui a entraîné l'un et l'autre, si vous voulez. Et c'est vraiment devenu la capitale de la haute joaillerie, puisque l'ensemble des marques françaises sont présentes Place Vendôme et que même un certain nombre de grandes marques étrangères sont également présentes Place Vendôme. Donc il y a une concentration des métiers qui est très profitable. Ça permet à tous les visiteurs étrangers, en quelques minutes ou une petite heure, de faire l'ensemble des magasins de haute joaillerie. C'est très agréable de travailler avec la vue de la Place Vendôme. C'est très agréable. Les vitrines, les boutiques et les gens qui se promènent sur cette place Vendôme sont... Vraiment, je serais très malheureuse si j'avais à travailler dans un autre quartier. Le sultan de Brunei a choisi cette adresse car c'est le centre du monde, dit-il. Il possède 1/8 de la place, 5000 mètres carrés et 75 fenêtres donnant sur la colonne Vendôme. Petit pour le prince? Certainement, mais ce n'est qu'un pied-à-terre. Le prince souhaitait un étage de réception au rez-de-chaussée, un étage à vivre au premier étage, des chambres d'amis au 2e étage et en sous-sol une grande piscine et un étage de sport. On peut dire que c'est presque la notion d'un palais dans la ville. Les personnes qui habitent Place Vendôme sont essentiellement des hommes d'affaires étrangers. Il y a 10 personnes qui habitent Place Vendôme. J'ai choisi Place Vendôme en fait parce que c'est un lieu déjà qui est d'une renommée internationale. Donc ça simplifie au niveau de la clientèle, ça a mené une certaine confiance. Et en second lieu parce que je voulais aussi me démarquer par rapport aux autres créateurs qui étaient situés dans des endroits bien spécifiques. Et on sent une certaine richesse, il y a toute une clientèle vraiment fortunée et élégante qui vient sur la place. C'est une location qui se situe en dessous de 100 000 francs. Les appartements font aux alentours de 300, 350, voire 600 mètres. Et le prix le plus bas, peut-être, c'est 10 millions. Et si vous voulez, le plus élevé, plus de 400 millions. Et plus vous avez de fenêtres et plus l'appartement augmente en prix, en fait. C'est une grande anecdote, finalement, à la place Vendôme. Vous avez des petites choses drôles, comme à un moment donné, on avait un locataire qui traversait la place en peignoir blanc immaculé pour aller se plonger dans la piscine du Ritz. Et voilà, c'est tout ça, la place Vendôme. Bonjour madame, je vous attendais. Voulez-vous me suivre? La place Vendôme est octogonale. On pourrait dire un diamant taille émeraude à pan coupé.
La lumière ici est au soleil couchant et il n'y a rien de plus joli pour faire briller un diamant ou une pierre de couleur que le soleil. Nous avons des clients de tout pays, évidemment beaucoup d'étrangers, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient, des Américains, des pays d'Europe bien sûr, et heureusement encore beaucoup de clients français. Les bijoux commencent à environ 100 000 francs et pour aller à l'infini. Une parure, comme vous avez vu tout à l'heure, en platine et diamant, vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Aujourd'hui, ce sont encore les messieurs qui achètent les bijoux à leur épouse, fiancée ou amie. Il est très rare que ce soit une femme qui achète son bijou elle-même, sauf dans certains pays d'Extrême-Orient comme à Hong Kong, où les femmes sont des femmes d'affaires très avisées et achètent leurs bijoux elles-mêmes. Alain, vous connaissez bien la place Vendôme puisque vous y avez fait un casse avec Yves Montand. Ah ben oui, c'est vrai, oui. Ah oui, c'était Place Vendôme, oui, dans une bijouterie, oui. Je crois que c'est Van Cleef et Arpels qui nous avait prêté les locaux. Dans le Cercle Rouge. Dans le Cercle Rouge de Belleville avec Yves Montand, oui, c'est ça. Stéphane, Place Vendôme, c'est aussi un hôtel extraordinaire. Il y a effectivement un endroit mythique, Place Vendôme, c'est l'hôtel Ritz, qui a été inauguré. Ah, le Ritz, oui, bien sûr. Le Ritz, c'est un hôtel qui a été inauguré en 1898. Du beau-père, qui appartient aujourd'hui à Mohamed Al-Fayed, Al-Fayed, mais qui a été fondé par César Ritz, qui était un ancien du Savoy Hotel à Londres. Et vous savez comment il a fait fortune, comment il a pu s'acheter le Ritz? C'est très simple, c'est qu'en fait, il a inventé le nom de Grand Marnier. Et c'est lui qui a donné ce nom à la liqueur. Ça lui a rapporté beaucoup de royalties et il a pu ouvrir le Ritz. Alors c'est vrai que la première révolution qu'il a introduite au Ritz, c'est de mettre des baignoires dans chaque chambre. Alors Oscar Wilde détestait, il ne comprenait pas pourquoi ce qu'on pouvait faire avec une cuvette. Et alors il y en a un autre qui a eu des ennuis, c'est le prince de Galles, le futur Édouard VII d'Angleterre, parce qu'un jour, en galant de compagnie, il est resté coincé dans sa baignoire. Ah oui, c'est embêtant. Oui, mais Proust, lui, il avait établi son QG, et il aimait tellement le Ritz qu'avant de mourir, aux derniers instants, il a appelé le chasseur du Ritz pour qu'on lui amène sa dernière gorgée de bière fraîche venue exprès du Ritz. Sarah Bernard y recevait dans son lit et ses invités, elle leur demandait de venir s'allonger près d'elle dans le lit. Je crois que certains rois y ont d'ailleurs succombé. Cocteau y tenait salon, Colette courait de chambre en chambre. Coco Chanel, il faut quand même le rappeler, Coco Chanel, il est décédée, elle a vécu 30 ans de sa vie, et pendant 4 ans, on l'a expulsée de sa chambre, parce que les Allemands avaient réquisitionné son lit pendant l'occupation. Ernest Hemingway, alors lui, il a voulu avec une Jeep, il a volé une Jeep pour pouvoir libérer, en 44, pouvoir libérer le Ritz. Il était tellement bourré au bar de l'hôtel que c'est comme ça qu'aujourd'hui, le bar Hemingway porte son nom. Et puis après la guerre, évidemment, il y avait moins de têtes couronnées, mais plus de grands... Il y a eu Jacques Tati, Orson Welles, mais il y a eu aussi la grande idylle d'Ingrid Bergman et de Robert Capa, s'est déroulée au Ritz. Maintenant, il y a Madonna, Michael Jackson. Et au premier étage, alors évidemment, le Ritz maintenant a quelques ennuis parce qu'on a retrouvé flottant morte Pamela Harriman, l'ambassadrice des États-Unis, dans la piscine du Ritz. Et puis, c'est quand même une Mercedes de l'hôtel Ritz qui a conduit Diana avec le dernier lieu qu'ils ont quitté, bien sûr. Exactement, avec le numéro 2 de la sécurité du Ritz. Cela dit, c'est vrai que le premier étage était l'étage des rois et l'un des clients les plus connus, c'était le sultan de Brunei, l'homme le plus riche du monde. C'est environ 200 milliards de francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il a tellement de Rolls qu'il ne sait plus quoi leur faire pour les améliorer. Alors il les sertit les poignées de petits diamants. Et alors il se plaisait tellement Place Vendôme qu'il a demandé à ce qu'on lui aménage cet hôtel particulier qui est somptueux. Ah oui, incroyable, oui. Et alors Hassan al-Bolkiah, puisque c'est le nom du sultan de Brunei, il possède l'hôtel Dorchester à Londres, le joaillier de la reine Garrard et Asprey. Alors évidemment, ça fait beaucoup de bonnes affaires et la reine d'Angleterre vient justement d'aller au sultanat de Brunei avec quelques hommes d'affaires pour signer des contrats juteux. Et elle s'y est rendue dans son palais de 1788 pièces. Et alors, elle a montré, malgré elle, les dessous de la monarchie en arrivant à Brunei. Parce que je voulais vous prouver, pour une fois, à la télévision, que ce que je dis n'est pas faux quand même, c'est que quand il y a un vent indiscret qui soulève la robe de la reine, eh bien la preuve flagrante de ce que je vous disais, elle plombe ses ourlets. Pour éviter qu'on voit vraiment les dessous. Vous voyez que ça marche. Oui. Alain, il paraît que vous êtes un grand collectionneur d'objets d'art, de tableaux. Qu'est-ce qui vous fait vraiment craquer? Il paraît que vous aimez bien les félins. Les félins? Oui. Ah oui, ça c'est dans les sculptures, ça. Oui, oui. Enfin, je suis un grand collectionneur de bronzes de Bugatti, et surtout les félins chez Bugatti. Mais chez Bugatti, chez Barry, chez Guyot, enfin, tout ce qui est félin et animal. Oui, c'est vrai. Oui. Vous êtes capable de folie quand vous tombez amoureux d'un objet d'art?
Mais j'ai toujours été capable de folie lorsque je tombe amoureux, même si ce n'est pas des objets d'art. D'accord, le message est passé. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose dont vous avez rêvé que vous n'avez jamais pu vous offrir? Oui, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Oh, allez, Alain. Non, bon, d'accord. En tous les cas, il y a quelque chose dont les Français rêvaient et qu'ils ont pu s'offrir cet été. C'était la Coupe du Monde. Vous y étiez, d'ailleurs. Oui, j'y étais, oui, bien sûr. Peut-être avez-vous remarqué de très, très belles spectatrices. Ce sont les femmes des champions. Comment vit-on avec un héros? C'est un reportage signé Christine Lenièvre. J'espère simplement que la France gagnera, c'est tout. Voilà, mais tout est possible et tout peut arriver. Et vous, monsieur? 2-1 ou 3-1. Est-ce que Vous ne m'avez pas posé la question, vous avez raison. Est-ce que vous êtes des habitués? Est-ce que vous soutenez l'équipe de France depuis le début? Regardez-moi. Pas soutenir l'équipe de France, c'est quoi ça? Merci beaucoup. Tout comme Alain Delon, la France a vibré aux exploits des Bleus pendant la Coupe du Monde. Dans les tribunes, leurs femmes n'ont manqué aucun match. Aujourd'hui, si elles sont retournées dans l'ombre de leur mari, une seule, Adriana, la compagne de Christian Carambeu, continue de briller sous les feux des projecteurs. On a été les meilleures supportrices de tout le stade. Nous avons toujours soutenu et suivi nos hommes dans tous les matchs. Il est arrivé que nos regards se croisent pendant le jeu, mais j'ai essayé de lui dire « Écoute, n'essaie pas de me chercher dans le public, ça va te déconcentrer. » Et il m'a répondu « Non, au contraire, quand je te vois, ça me donne de l'énergie, je joue mieux. Donc, j'insiste pas. » Adriana est d'origine slovaque, elle a 27 ans. Mannequin depuis 5 ans, elle est aujourd'hui l'ambassadrice de la lingerie Wonderbra. Elle a rencontré Christian Carambeu dans un avion entre Milan et Paris il y a 3 ans. C'est quand nous sommes ensemble que nous signons le plus d'autographes. Quand il est seul, c'est pas pareil. Une fois, par exemple, nous devions nous retrouver au restaurant. Quand je suis arrivée, quelques instants après lui, il m'a dit « Tu sais, quand je suis entrée, il ne s'est rien passé. Personne ne m'a remarqué. Par contre, quand toi tu es entrée, les gens commençaient à dire « C'est elle, c'est lui ». C'est quand nous sommes ensemble qu'on nous remarque. Tout ça est très excitant, vous savez. Quand je travaillais à Milan, il venait me voir. Et quand il avait un match à l'étranger, j'essayais de m'organiser pour travailler dans un lieu proche du sien. C'est tellement plus agréable quand on se retrouve après une longue absence. Les émotions sont plus fortes et on n'a même plus le temps de se disputer. C'est génial et surtout, nous savons tous les deux que ça ne durera pas éternellement. Sa carrière est courte, la mienne aussi. Nous avons bien compris, l'un et l'autre, que c'est maintenant que nous devons travailler et en profiter au maximum. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit que c'était presque incroyable de tomber sur quelqu'un d'aussi droit et sincère. Il est tellement généreux. Il adore les gens, il donnerait même sa vie pour les aider. Les gens comme ça, c'est un vrai cadeau. C'est tellement rare. Adriana a les jambes les plus longues du monde, 1m24. Pas facile pour Christian d'être toujours à la hauteur. Vous savez, quand je l'ai rencontré en Italie, il m'a dit « J'ai toujours rêvé d'une fille comme toi, avec de très longues jambes et des fossettes. » Je sais qu'il adore mes jambes, mais lui aussi, il en a de très belles. On n'a donc pas besoin d'être jaloux l'un de l'autre. Ses jambes sont pas mal non plus. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis une femme très heureuse. J'adore France. Et puis, à bientôt. Ça va? 1m24 de jambes, ça fait rêver quand même. Oui, je n'ai jamais mesuré les jambes, mais enfin, ça doit être très grand, oui. Elle est très très belle. La vie avec un champion, ce n'est pas facile. Et la vie avec vous, c'est comment? Vous êtes du genre facile à vivre ou ombrageux? Ah, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais je veux dire, il faut s'adapter, mais il faut s'adapter aussi à l'autre. Ça fait partie des choses de la vie.
Non, non, je ne suis pas quelqu'un de très très difficile à vivre, mais je suis quelqu'un de difficile en général dans la vie et dans mes occupations quotidiennes, oui. Lino Ventura était catcheur, Belmondo boxeur, et vous? Moi, rien. Rien? Parce qu'on a l'impression que le sport a quand même vraiment fait partie de votre vie. Vous aimiez beaucoup le cyclisme, la boxe aussi. Ah non, mais ça j'ai pratiqué, vous ne m'avez pas demandé. Moi, vous me demandez ce que j'étais. J'étais rien, j'étais militaire, voilà. Non, non, j'ai fait beaucoup de sport parce qu'effectivement, je suis un champion cycliste raté parce qu'au début de ma carrière, j'ai voulu me lancer dans le vélo, mais j'étais mauvais. Alors quand je suis mauvais, je m'arrête, je fais autre chose. Enfin, quand j'étais mauvais, je veux dire, je n'aurais pas pu atteindre les hauts niveaux, donc ça ne m'intéressait pas, c'est vrai. Mais j'ai été porteur de vélo, vous voyez, bon, j'ai pas été champion, mais j'ai porté les vélos des champions et c'est une satisfaction énorme. Parce que peu de gens peuvent aujourd'hui se vanter d'avoir porté les vélos de Faustocopie. Vous savez même pas qui c'est. Si, bien sûr, le Veldiv, etc., les 6 jours, non, mais voilà, je ne suis pas non plus... Et puis, j'ai fait après, évidemment, de la boxe par besoin professionnel, puisque j'ai beaucoup travaillé et beaucoup boxé à l'époque de Rocco et ses frères. Voilà. Le sport, donc, comme après, on dit, j'ai organisé, après, plus tard, des combats de boxe. On en parlera tout à l'heure. C'est une grande passion. Est-ce que vous avez lié des grandes amitiés, et encore aujourd'hui, avec des grands sportifs? Je suis très ami avec Jean-Claude Boutier, pour les raisons que vous savez, puisque, bon, Boutier-Monzon, j'étais visiter Carlo, il y a quelques années, en prison à Santa Fe. On voit les images, oui. Ça, c'est la première image magnifique. Et puis, je dois dire que les prisons à Santa Fe, c'est pas... C'est dur, hein? Oui, c'est dur, hein, c'est un... Bon... Et puis, je lui avais d'ailleurs apporté une lettre du président Carlos Saúl Menem, président de la nation argentine, qui lui disait qu'il avait réussi et que dans quelques temps, il bénéficierait d'une conditionnelle. Et puis cette conditionnelle est arrivée, et puis un soir, en rentrant dormir à la prison, Carlos s'est malheureusement tué, voilà, dans un accident de voiture. Tragique. Oui. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'amis comme ça, champions, et j'aurais aimé être un grand sportif. Il y a deux choses que j'aurais aimé faire si je n'avais pas fait la carrière que j'ai faite, c'est-à-dire j'aurais aimé être musicien, pianiste de préférence, et j'aurais aimé être sportif. Mais sportif de haut niveau, de compétition. Évidemment, si j'avais à choisir aujourd'hui, moi, mon idéal sportif aujourd'hui, parce qu'il a tout, il a le talent, il a la beauté, il a la classe, il a la jeunesse, il a la performance et tout, c'est Galfione. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Je craque. Alain, c'est le coup de sifflet qui annonce la fin de notre deuxième mi-temps. On se retrouve après la pub et regardez ce qui vous attend. Il est beau, il est macho, il est Zorro, c'est Antonio. Souvenir, Marcel Cerdan Junior nous emmène dans une bouleversante vente aux enchères. Sur la vaisselle, vous avez bien raison de vouloir une hygiène parfaite. Mais attention aux bactéries. Alors prenez le nouveau PEC antibactérien, si efficace qu'il tue les salmonelles. Il élimine les bactéries de la vaisselle et il dégraisse comme PEC s'est dégraissé. La preuve. Oh, quel talent! 30 ans de PEC. Nouveau PEC antibactérien, plus fort que des bactéries, plus fort que la graisse. Des œufs, du chocolat, du bon lait entier, de la crème. On ne résiste pas au petit pot de crème de la laitière. La laitière, son petit pot de crème restera dans l'histoire. Tiercé, écarté, quinté plus. La victoire est pour le 6 Doc Le Mojes, le 9. Dimanche 4 octobre, pour le prix de l'Arc de Triomphe, à vous de jouer.
Gencivirité, gonflement, saignement, la solution des laboratoires Vademecum, Vademecum Fluor et Plante, aux extraits de mélisse calmante, de sauge cicatrisante, de thym antiseptique. Les vertus naturelles des plantes dans une formule exclusive. Avec Vademecum Fluor et Plante, ne négligez plus vos gencives. Vademecum Fluor et Plante, vos gencives sont aussi importantes que vos dents. Dors, ma petite fée. Dors, le nouvel extrait de l'album de Florent Pagny. Tu sais quoi? Non, dis-moi. Il paraît que ce faillot de morale est sur la sellette. Oh, non, je peux pas raconter. D'accord. Oh, attends, tu me connais, je suis une Non, je peux pas. Monsieur, Pour tout savoir sur une entreprise, tapez plutôt 3615 loupe. L2OP. Toutes les entreprises à la loupe. Vos cheveux n'ont pas le moral? Vos cheveux sont fatigués? Voici Fructis des laboratoires Garnier, le premier shampoing fortifiant au concentré actif de fruits. Fructis de Garnier, c'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acides de fruits Fructis fortifie les cheveux en profondeur et les rend 2 fois plus forts. Vraiment plus brillants. Les cheveux brillent de toute leur force. Shampoing fortifiant Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. Espace, visibilité, fonctionnalité, hop, 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 modularité et élévation. Et voilà le travail. Si c'est comme ça que vous l'imaginez, dites-vous que nous aussi. Scénic est équipé de l'ABS et du double airbag en série. Scénic, la voiture a évolué. Et vous ? Monsieur Mason? Tiens. Perry Mason? C'est moi. Je peux savoir pourquoi? Non, c'est rien. Vous le pensez vraiment? Oui, eh bien. Vous êtes sûr? Pourquoi? Je pose des questions très indiscrètes. Perry Mason, sa force, c'est sa méthode. Chaque mardi après votre film. À mon avis, vous devriez sérieusement réfléchir à ce que vous venez de dire. Célébrité. Toute l'actualité qui vous passionne avec le magazine Hola. Dernière partie de Célébrité avec Alain Delon, notre invité. Un sujet qui va vous toucher, je crois, puisqu'il concerne Marcel Cerdan, un grand champion. Ça reste un personnage de légende, même pour les gens qui ne le connaissent pas. En fait, 40 ans après son championnat, une vente a été organisée, les caméras de Célébrité en filment, ce moment étonnant, un reportage de Christine Lenief. Je suis le meilleur boxeur de tous les temps et je veux que tout le monde le sache. Comme Mohamed Ali, des générations de boxeurs ont rêvé d'être champions du monde. Certains l'ont été, d'autres pas, mais leur nom s'est inscrit dans la légende de la boxe. Carlos Monzon, Mike Tyson, Jean-Claude Boutier, ici Alain Delon, avant son match contre Monzon en 1972. Mais le plus mythique d'entre eux reste Marcel Cerdan. En 1948, face à Tony Zell, il devient champion du monde des poids moyens aux États-Unis. 50 ans après, son fils Marcel Cerdan Jr. met ses souvenirs aux enchères pour commémorer l'événement. Vous vous rendez compte que mon père a eu 116 combats et sur 116 combats, il a eu 114 victoires. Il avait le jour de son championnat du monde. Georgie Abrams, ça a été son premier adversaire en Amérique. Ça a été son plus dur d'ailleurs. Et Georgie Abrams est venu au vestiaire et lui a dit à mon père, Marcel, si tu es aussi bien ce soir comme tu étais devant moi, ce soir tu gagnes par KO. Et il a gagné par KO, mon père. Donc c'est vrai que c'est resté pour tous les boxeurs quand même quelque chose d'extraordinaire, Marcel Cerdan. D'ailleurs, vous descendez dans la rue, vous demandez à quelqu'un, la boxe c'est qui? Marcel Cerdan. Et il y a 50 ans qu'il est mort, mais c'est un nom qui reste. Au-delà du ring, son histoire d'amour avec Edith Piaf enthousiasme le monde entier. Quand mon père est mort, il n'y avait plus personne autour de ma maman. Donc Edith Piaf a toujours répondu présent, elle s'est occupée de notre éducation. Et donc je ne sais comment le remercier. J'étais trop jeune pour savoir ce qu'elle avait fait, je ne m'en rendais pas compte. Mais avec le temps, maintenant, je vois quelle grande dame c'était. Là, vous avez la photo de son champion du monde contre Tony Zell. Et à côté, vous avez sa main, sa droite, signée de mon père. Il avait une très petite main, mais il était
costaud et c'est pour ça qu'il se cassait souvent les mains parce qu'il frappait tellement qu'il avait beaucoup de problèmes avec ses mains. Et pour cette sculpture tout à fait extraordinaire, nous commençons les enchères à 3 000 francs, 14 000. Et cette statue représentant la droite de l'homme au point d'or a été adjugée par téléphone à Alain Delon, passionné de boxe. Bien vu à 55 000 francs, j'adjuge, sans regret. Là, c'est le short avec lequel Marcel Cerdan a battu Tony Zell, encore taché de sang et de sueur. Adjugé 35 000 francs au téléphone. Donc c'est la ceinture en métal doré, c'est gagné par Marcel Cerdan lors du championnat du monde le 21 septembre, on le rappelle, au Roosevelt Stadium à Jersey City. Adjugé 260 000 francs, monsieur au fond. Ça représente un contact spirituel avec le champion, ou même la chanteuse, puisqu'elle était également dans la vente aux enchères. Et ma foi, j'ai l'impression d'être touché un peu. Adjugé 2000 francs. Moi, j'ai acheté une petite médaille que j'ai aimé beaucoup. Il ne faut pas oublier que Marcel Cerdan a fait déplacer la foule, toute la France, sur les Champs-Élysées. La Coupe du Monde, les Français l'ont fait, ils étaient une équipe de 11, mais lui, il était tout seul. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Apparemment, vous possédez des souvenirs de Marcel Cerdan. Oui, vous savez, j'ai des souvenirs avant ce soir. Je veux dire, Marcel Cerdan, c'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Je m'en souviens très bien. C'était un champion admirable. C'est sûrement le plus grand champion que la boxe française ait jamais connu, la boxe mondiale. Moi, on me réveillait à 3h du matin pour écouter à la radio les matchs Marcel Cerdan. Et je me souviens du match Tony Zell que j'ai écouté à la radio. Et puis, je me souviens surtout de la mort en 1949 de Marcel. J'étais en pension. Et là, comme je le disais, ça n'a pas été une minute de silence. Mais tout le collège, les professeurs, les réviseurs, tout s'est arrêté. Pendant 24 heures, personne n'a rien fait. Et tout le monde pleurait la mort de Marcel Cerdan. Puis ce qui est émouvant aussi, ce qui est bouleversant, ce qui est magnifique, c'est de voir Marcel Junior, que je connais très très bien. Marcel parlait de son père, un fils parlait de son père comme ça. Il a gardé de son père, d'abord il en a le physique, incroyable. Et puis il a gardé de son père une telle force, une telle admiration, une telle considération, un tel amour, Il l'a très peu connu en plus, il l'a très peu connu. Il l'a appris à le découvrir par la suite et ça c'est bouleversant. Et puis Marinette, sa mère, qui est une femme effectivement que les gens ont un peu abandonnée après la mort de Cerdan parce que Cerdan avait une vie aussi un petit peu mouvementée, pas vraiment dissolue, mais il y a eu l'histoire avec Edith Piaf, tout ça, et que Marinette, qui est une femme admirable, est restée un petit peu à l'écart, un petit peu en retrait. Et son fils, là, vraiment, l'a dit, et c'était très beau. Voilà. Alors, je vous ai apporté la main de Marcel, évidemment. C'est gentil. De Marcel Cerdan, qui pour moi, bien sûr, ça représente une chose inestimable, parce que c'est un objet magique, c'est un objet sacré. Je dirais que, voilà, je tenais à ce qu'elle soit chez moi, c'est signé de lui, dédicacé de lui, Marcel Cerdan, et c'est un objet unique. Voilà, alors curieusement, pour la petite anecdote, lorsqu'ils l'ont annoncé, ils ont dit la main droite de Marcel Cerdan, 68 KO, etc., etc. Alors que tout le monde sait, enfin du moins dans la boxe, et son fils Marcel mieux que les autres, que la main forte de Cerdan, c'était la gauche, et pas la droite. Exact. Mais ça, les commissaires-priseurs sont plus à même de connaître les tableaux et les œuvres d'art que les mains des boxeurs. Mais il avait les mains effectivement fragiles, et c'est pour ça qu'on l'avait surnommé l'homme aux mains d'argile, dont il a fait un film d'ailleurs qui s'appelait L'homme aux mains d'argile. Suite à cela. Est-ce que vous avez un endroit chez vous où vous avez une mémorabilia, comme ça, des souvenirs? Ah oui, j'ai plusieurs endroits, plus suivant les choses et suivant les objets. Je vous dis, mais vous savez, il faut rêver. On fait un métier qui fait rêver. Il faut que les jeunes rêvent, et le cinéma, il fut un temps où le cinéma, plus que maintenant, je crois, ça n'est pas une critique, c'est une constatation, faisait rêver. Et les gens allaient au cinéma pour rêver. Le cinéma, c'était des grandes salles avec des fauteuils rouges où on regardait de bas en haut et on voyait Ingrid Bergman embrasser Gary Cooper. Et lorsqu'on rentrait à deux, il est possible que la nuit, la jeune fille pensait à Bergman, à Cooper, et le garçon à Bergman. Et ça, c'était le rêve. Maintenant, on a tendance à faire un petit peu de cinéma misérabilisme, que tout le monde ressemble à tout le monde. Et, ah tiens, il est comme Robert, il est comme Mathieu, alors qu'on ne pouvait pas ressembler à Gary Cooper, à Ingrid Bergman. Et c'était ça, le rêve. Et ça fait partie du rêve. Je crois que le rêve, c'est la vie, et le rêve, c'est le secret. Moi, j'ai des rêves d'enfance comme ça que j'ai pu m'offrir plus tard. La main de Cerdan, le vélo de Fausto Coppi, des choses comme ça, de Jacques Anquetil, qui reste chez moi, et ça fait partie du rêve. Et vous gardez vos propres souvenirs, par exemple l'ours d'or de Berlin? Ah oui, j'ai tout ça, oui. Votre César? Oui, j'ai mes Césars, mon ours, bien sûr.
Ça, à vrai dire, je ne le garde pas pour moi, parce que ça, si vous voulez, c'est une récompense pour ma carrière, ou pour un moment de ma carrière, ou pour des films particuliers. Donc, ça a une importance pour moi dans la mesure où je pense que j'y ai droit et que je le mérite. Alors, si vous voulez, le César pour notre histoire, je crois que j'y ai droit, donc je l'accepte volontiers. Si je pensais le contraire, je ne le prendrais pas. Alors, je les prends, je les garde, je les mets là, et c'est surtout pour mes enfants plus tard. Quand je ne serai plus là, ils diront « Ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça ». Dites-moi, c'est grâce à vous et Carlos Monzon qu'on retrouve le terme macho dans le langage usuel? Oui, c'est moi qui ai apporté le terme en France. C'est un terme argentin, macho, ça veut dire l'ombre, l'homme. Boutier-Monzon. Et lorsque j'ai organisé les championnats du monde Boutier-Monzon, j'avais fait des affiches Carlos El Macho contre... voilà. Voilà la petite histoire. En tous les cas, nous aussi, on a un vrai macho, c'est Antonio Banderas qui incarnera bientôt Zorro à l'écran. Il dit qu'il le joue pour sa fille. Est-ce que vous, quand vous avez incarné Zorro il y a 25 ans, c'était pour votre fils également? Ça, écoutez, je l'ai dit et je l'ai chanté à tue-tête. J'ai toujours expliqué que j'avais fait Zorro pour mon fils. Parce que c'est extraordinaire. D'abord, il en a été ravi. Et puis parce que là, ça fait partie aussi du rêve. Parce que pendant quelques... Évidemment, le rêve, il y a toujours les revers des médailles, mais pendant quelques années, j'ai été pour mon fils Zorro. Et il était le fils de Zorro. Et puis un jour, malheureusement, tristement, il s'aperçoit que la vie n'est pas aussi simple et que Zorro est un homme comme les autres et son père. Mais, laissez-moi finir, j'ai un petit garçon de 4 ans, vous le savez, qui s'appelle Alain Fabien, pour qui je suis encore Zorro. Ben, c'est très bien. Antonio Banderas dans Célébrité, c'est une interview exclusive recueillie par Rebecca Craven, avec un petit message pour vous, Alain. Ah bon? Alain, j'admire votre travail et je sais que vous avez joué le rôle de Zorro il y a quelque temps. Maintenant, moi aussi, je fais partie du club des quelques acteurs qui ont joué ce personnage depuis le début du siècle. Un grand hommage à vous et un grand bonsoir. Je regrette qu'on ne se connaisse pas. Sachez que vous êtes depuis longtemps présent dans mon cœur. La première fois que j'ai vu Zorro, je devais avoir 7 ou 8 ans. Je vivais dans la petite ville de Malaga, au sud de l'Espagne.